Êtes-vous favorable à la consommation de boissons naturelles comme alternative à l'eau au cours de la journée? A. Il est favorable à la consommation de boissons naturelles. B. Il est défavorable à la consommation de boissons naturelles. C. Il est favorable à la consommation de boissons naturelles sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne, A. En tant que nutritionniste clinicien spécialisé en hydratation fonctionnelle, je tiens à souligner que les boissons naturelles, telles que les infusions sans sucres ajoutés, les jus pressés à froid ou encore les eaux végétales, peuvent effectivement contribuer à la couverture des besoins hydriques quotidiens. Toutefois, leur teneur en micronutriments, en sucre naturel et en acides organiques les distingue fondamentalement de l'eau pure, tant sur le plan métabolique que digestif. Une substitution systématique me paraît discutable, notamment chez les individus souffrant de troubles rénaux ou métaboliques. Il serait plus judicieux de les considérer comme des compléments contextuels dans un cadre diététique personnalisé. Personne, B. Je trouve cette mode des boissons dites naturelles exagérément idéalisée. Sous couvert d'authenticité, on oublie que nombre d'entre elles contiennent des sucres simples, des composés oxydants, voire des allergènes potentiels. L'eau demeure le seul liquide indispensable à l'organisme humain, et en détourner la consommation peut induire des déséquilibres électrolytiques subtils mais réels. À mon avis, tout ce battage médiatique autour des alternatives naturelles repose davantage sur des logiques marketing que sur des données scientifiques solides. Personne, C. Il est indéniable que certaines boissons naturelles présentent des vertus intéressantes, notamment en termes d'apport en antioxydants ou en électrolytes. Cela dit, leur consommation ne peut être envisagée que dans une stratégie nutritionnelle intégrée, prenant en compte les besoins spécifiques de l'individu, son niveau d'activité physique, ainsi que ses éventuelles pathologies chroniques. Remplacer entièrement l'eau par ces boissons serait non seulement contre-productif, mais potentiellement délétère. Donc oui, sous conditions bien encadrées, elles peuvent compléter, mais en aucun cas supplanter. Êtes-vous favorable à l'organisation de fêtes nocturnes dans les environnements familiaux? A. Il est favorable à l'organisation de fêtes nocturnes. B. Il est défavorable à l'organisation de fêtes nocturnes. C. Il est favorable à l'organisation de fêtes nocturnes sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne, A. En tant que sociologue spécialisé dans la dynamique des espaces privés, je considère que les soirées familiales nocturnes, lorsqu'elles sont bien encadrées, favorisent la cohésion intergénérationnelle et renforcent le tissu affectif. Cependant, il faut distinguer l'événement ponctuel du rituel abusif. Le bruit nocturne récurrent, les nuisances olfactives et l'occupation prolongée des parties communes peuvent altérer la qualité de vie des cohabitants. Ce type d'initiative ne saurait être généralisé sans cadre normatif clair et sans une médiation sociale en amont. Personne, B. À mon sens, organiser des fêtes nocturnes dans des environnements familiaux est une aberration. Outre l'impact sur le sommeil des enfants et des personnes âgées, ces rassemblements, souvent bruyants et prolongés, créent des tensions intra- et interfamiliales. Dans un contexte où l'espace privé devient de plus en plus restreint, il est impératif de préserver des plages de repos absolues. Ces événements devraient être strictement réservés aux espaces publics ou loués à cet effet. Personne, C. Je ne suis pas catégoriquement contre, mais tout dépend de la configuration du logement, du degré d'isolement acoustique et surtout du consensus familial préalable. Si toutes les parties prenantes y trouvent leur compte, et que des règles strictes sont établies en matière de volume sonore et de durée, cela peut tout à fait s'inscrire dans une dynamique conviviale. Néanmoins, en l'absence de régulation, cela vire facilement à l'anarchie domestique.
Êtes-vous favorable à l'investissement à long terme en bourse et dans les titres financiers? A. Il est favorable à l'investissement à long terme. B. Il est défavorable à l'investissement à long terme. C. Il est favorable à l'investissement à long terme sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne, A. En tant qu'économiste comportemental, j'estime que l'investissement à long terme constitue l'une des stratégies les plus rationnelles pour lisser la volatilité inhérente au marché financier. Cependant, cela nécessite une discipline émotionnelle rigoureuse, une diversification optimisée et une compréhension fine des cycles économiques. Il ne s'agit pas simplement d'acheter et d'attendre passivement, mais bien de réajuster périodiquement son portefeuille en fonction des évolutions structurelles. Je suis donc en faveur de cette approche, mais uniquement si elle s'appuie sur une gestion éclairée et proactive. Personne, B. Personnellement, je demeure extrêmement sceptique quant à l'idée d'immobiliser des capitaux sur plusieurs décennies dans un environnement financier aussi instable. Les crises systémiques, les bulles spéculatives et l'opacité de certains instruments rendent l'investissement boursier hautement imprévisible. Je privilégie des véhicules plus tangibles, comme l'immobilier ou l'entrepreneuriat local, qui offrent davantage de maîtrise et de lisibilité. À mes yeux, la bourse reste un jeu de dupes réservé aux insiders ou aux algorithmes. Personne, C. Je dirais que le long terme est pertinent à condition de s'inscrire dans une logique patrimoniale réfléchie. Les marchés ont historiquement démontré leur capacité de rebond, mais cela suppose une tolérance élevée à l'incertitude et une capacité à absorber les baisses temporaires. Pour quelqu'un disposant d'un horizon temporel suffisant et d'un profil de risque modéré, cette stratégie peut s'avérer judicieuse, à condition de s'entourer de conseils professionnels et d'éviter les décisions émotionnelles. Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à prendre des risques pour changer de carrière à un âge avancé? A. Il est favorable au changement de carrière à tout âge. B. Il est défavorable au changement de carrière à un âge avancé. C. Il est favorable au changement de carrière sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne, A. Ayant moi-même opéré un virage professionnel radical à 50 ans passés, je peux affirmer que la réinvention tardive est possible, mais elle s'accompagne d'une zone de turbulence psychologique et matérielle non négligeable. Cela implique de déconstruire des automatismes, de reconstruire une légitimité et souvent de repartir à zéro dans des écosystèmes peu accueillants envers les profils seniors. Néanmoins, pour peu que la démarche soit mûrement réfléchie et soutenue par un projet clair, elle peut se révéler extraordinairement libératrice. Personne, B. À mon sens, l'idée même de changer de voie après 50 ans relève de l'utopie. Le marché du travail valorise la flexibilité juvénile, la plasticité cognitive, et pénalise lourdement les parcours non linéaires au-delà d'un certain âge. Tenter une reconversion à ce stade, c'est prendre un risque disproportionné avec peu de chances de retour sur investissement. Mieux vaut consolider ses acquis et viser une fin de carrière stable plutôt que de s'aventurer dans l'inconnu. Personne, C. Tout dépend du degré de préparation, des ressources disponibles et du réseau activable. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée dans une aventure incertaine, mais de calculer les risques, les amortir et les assumer en connaissance de cause. Avec un bon accompagnement, une formation adaptée et une gestion lucide de la transition, il est tout à fait envisageable de bifurquer, même tardivement. Je ne prône pas une prise de risque aveugle, mais une audace stratégique, calibrée.
Êtes-vous favorable à la réduction de la consommation d'eau dans le secteur agricole pour préserver les ressources en eau potable? A. Il est favorable à une réduction significative de l'usage agricole de l'eau. B. Il est opposé à toute réduction de l'usage agricole de l'eau. C. Il est favorable à une réduction partielle ou progressive sous certaines conditions. D. Il ne se prononce pas clairement. Personne, A. En tant qu'hydrologue spécialisé dans la gestion durable des ressources, je considère que la priorisation de l'usage domestique de l'eau potable par rapport aux usages agricoles relève d'une logique de survie collective. Toutefois, il serait illusoire de réduire drastiquement l'irrigation sans repenser profondément les modèles de production alimentaire. Il s'agit davantage d'une réallocation raisonnée des ressources, soutenue par des technologies économes telles que l'irrigation goutte à goutte ou la réutilisation des eaux usées traitées. Préserver l'eau potable, oui, mais sans compromettre la souveraineté alimentaire. Personne, B. Cette idée de limiter l'eau destinée à l'agriculture me paraît dangereusement simpliste. Réduire l'accès à l'irrigation, c'est menacer directement la viabilité économique de milliers d'exploitations et aggraver la dépendance alimentaire aux importations. Ce n'est pas à l'agriculture de porter seule la responsabilité de la préservation des ressources. Avant d'imposer des restrictions, il serait préférable d'agir sur d'autres leviers, lutte contre les fuites dans les réseaux urbains, éducation à la sobriété domestique. L'agriculture, elle, doit rester prioritaire. Personne, C. Personnellement, je suis plutôt favorable à une politique de réduction progressive de l'utilisation de l'eau agricole, mais uniquement si cela s'accompagne d'une aide massive à la transition écologique des filières. Il ne s'agit pas de pénaliser brutalement les agriculteurs, mais de les accompagner vers des cultures moins consommatrices d'eau et des systèmes plus résilients. Ce que je rejette, c'est une approche autoritaire déconnectée du terrain. C'est un équilibre délicat, mais indispensable pour préserver l'eau à long terme. Selon vous, est-il important d'avoir une organisation rigoureuse de ces tâches professionnelles au travail? A. Il est favorable à une organisation stricte et systématique. B. Il est défavorable à toute forme de planification professionnelle. C. Il est favorable à une organisation souple et adaptable selon les situations. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne, A. Pour moi, l'efficacité professionnelle repose avant tout sur une structuration minutieuse des tâches. Dans mon secteur, où les délais sont serrés et les enjeux financiers élevés, une organisation millimétrée est un prérequis. Cela dit, je pense aussi qu'une rigidité excessive peut parfois brider la créativité ou empêcher la gestion souple des imprévus. L'idéal est de trouver un équilibre entre rigueur méthodologique et flexibilité opérationnelle. Personne, B. Franchement, je trouve qu'on exagère l'importance de ces fameuses to-do list et tableaux de bord. La vraie vie professionnelle, c'est l'adaptation permanente. On peut avoir le meilleur plan du monde, il suffit qu'un imprévu surgisse et tout est à revoir. Je préfère une approche plus intuitive, qui laisse place à la spontanéité et à l'intelligence de situation. Ce n'est pas parce qu'on planifie bien qu'on travaille mieux. Personne, C. Je dirais que tout dépend du métier exercé. Dans certaines professions techniques ou scientifiques, ne pas structurer ses tâches peut conduire au chaos. En revanche, dans les secteurs plus créatifs ou relationnels, une organisation trop stricte devient vite contre-productive. Personnellement, je fonctionne avec des repères temporels souples, quelques échéances clés, mais beaucoup de liberté d'action entre deux. Donc oui à l'organisation, mais adaptée au contexte et à la personnalité.